Alors peut-être qu'on va pouvoir commencer tranquillement avec l'introduction de de cette conférence en ligne et puis on continuera à ajouter les personnes qui essaieront de se connecter au fur et à mesure. Donc à nouveau, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Alors pour l'instant, on est en plutôt petit comité, donc j'espère que cela favorisera les échanges entre nous. Peut-être pour dire une brève introduction sur l'organisation euh, de ce webinaire, qui est organisé par les deux centres Europe Direct de Lorraine, donc le centre Europe Direct Lorraine Grand Est que je représente, et puis le centre Europe Direct Territoire Lorrain, représenté par Adam Bailly. Bonjour à tous. Et donc, pour peut-être connaissez-vous ou pas le réseau Europe Direct. Euh, Europe Direct, en fait, est un label qui est attribué par la Commission européenne à des structures du territoire. Dans notre cas, ce sont deux associations de Lorraine qui portent ce label pour organiser des événements d'information et de débats citoyens sur des questions européennes. Voilà, et donc c'est tout l'objet de cette conférence ce soir. Alors, nous avions déjà organisé un premier événement il y a tout juste un an. C'était un ciné-débat à l'approche des élections européennes du printemps dernier. Et nous avons parlé notamment de désinformation, notamment dans le cadre du Brexit et de bulles d'information sur les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne pour les européennes de 2019. Et donc, l'objet de ce premier événement était d'échanger sur les canaux d'information, sur euh, voilà, les risques éventuels liés à la désinformation et les enjeux de communication à l'approche de ces élections du printemps 2024. Alors maintenant, ces élections sont passées depuis quelques mois maintenant, et ce qui nous permet d'avoir un petit peu de recul sur cette campagne et puis sur ses résultats également. Et puis aussi, on a pu voir la mise en place progressive de la nouvelle assemblée. Donc, on va pouvoir éventuellement nous projeter dans la nouvelle mandature. Euh, un petit mot d'introduction sur le sujet du jour. Pourquoi élection et communication? Je pense que ces deux termes riment peut-être de plus en plus. Il y a avec de nombreux enjeux, tant sur la forme que sur le fond. On peut peut-être assister à une impression de multiplication des canaux d'information avec des canaux classiques, médiatiques, institutionnels, politiques, auxquels s'ajoute une série de canaux toujours plus nombreux en ligne sur les réseaux sociaux, les nouvelles formes, nouveaux médias, etc. Donc, il y a une forme de peut-être de dispersion, je ne sais pas, de l'électorat, une dispersion de l'information, voire peut-être est-ce qu'il y a une forme de morcellement de, de, de la réalité politique. En tout cas, c'est peut-être de moins en moins les institutions qui ont le monopole de l'information euh, considérée comme juste et réelle. Et cette information est de plus en plus partagée, peut-être divisée en une multiplicité d'acteurs. Néanmoins, les institutions restent bien présentes, et c'est notamment le cas des institutions européennes et du Parlement européen qui a vraiment, je pense, un enjeu particulier sur sur ce créneau-là, puisque les institutions européennes souffrent encore bien souvent euh,
d'une image peut-être un petit peu bureaucratique pour beaucoup de personnes ou éloignée des citoyens. Et donc, les élections européennes sont un moment très important pour rappeler la valeur que constitue la démocratie et en tant que fondement de l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement. Il y a un enjeu sur le fond aussi. On n'assiste pas encore tout à fait à la véritable création d'une opinion publique véritablement tournée sur l'Europe. L'Europe reste encore éloignée des citoyens, donc ce sont tous les enjeux auxquels tentent de répondre les campagnes, notamment officielles, menées par le Parlement européen. Et c'est ce dont va nous parler notre invité de ce soir. Entendu. Merci beaucoup, Alice et Adam, de l'opportunité de cet échange ce soir et bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette réunion virtuelle, mais néanmoins, j'espère riche en discussion et en échange. Alors, qui suis-je? Je suis Sheida André. Je suis attachée de presse du Parlement européen. Plus précisément du bureau en France du Parlement européen, parce que vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, mais le Parlement européen siège à Strasbourg et aussi a un siège à Bruxelles, mais il a également des bureaux, des représentations, on va dire, dans toutes les capitales de l'Union européenne, donc dans les 27 États membres. Il y a même des États membres dans lesquels il a 2 bureaux, un dans la capitale et un dans une autre grande ville de cet État membre. Par exemple, en France, il y a un bureau à Paris et à Strasbourg et à Marseille, pardon. Donc, moi, je suis attachée de presse dans ce bureau en France du Parlement européen. J'y suis depuis 2016. Auparavant, j'étais attachée de presse à la représentation en France de la Commission européenne. Donc l'année prochaine, je fêterai mes 20 années en tant qu'attachée de presse au sein des institutions européennes à Paris, ce qui fait que j'ai vécu quelques campagnes pour les élections européennes, en l'occurrence 3. Donc je suis heureuse de pouvoir être ici ce soir avec vous pour vous parler peut-être de l'évolution de la communication institutionnelle en vue des élections européennes et puis peut-être revenir un peu plus en détail sur la campagne que nous avons menée en 2024, donc fin 2023, début 2024 jusqu'au 9 juin en vue des dernières élections européennes du 9 juin dernier. Bon, d'abord, on va commencer donc par on va faire dans l'ordre chronologique. Donc, on va avoir un mot donc de Sheida André sur cette communication des institutions. On vous passera un spot vidéo qui a été un petit peu au cœur de cette campagne et sur lequel on reviendra donc sur les messages, les canaux qui ont été privilégiés. Ensuite, on aura on fera ensuite on mettra tout ça en perspective avec les résultats, avec notamment une analyse de l'Eurobaromètre et des résultats un petit peu Voilà pointus en termes. Oui, pardon. voilà, sur les élections européennes, sur un petit peu qui a voté quoi, ce qui a poussé les gens à aller voter, ce qui a justement les a freinés d'aller voter. Donc on va voir un peu aussi tout ça. Et ensuite, on passera à une phase de questions-réponses. Et alors, comme on n'est pas très nombreux, si vous souhaitez, on regardera, alors peut-être dans un premier temps, voilà, conserver les micros, peut-être couper, poser les questions dans le chat auquel on pourra éventuellement répondre en direct si c'est si ça, si ça rentre dans la continuité des échanges, des présentations. Et puis à la fin, on pourra, pourquoi pas, discuter à micro et caméra ouvert pour avoir un échange plus direct, voilà, plus agréable. Si ça vous convient, on va procéder de la sorte.
Ok, alors c'est à moi, si j'ai bien compris le déroulé. Donc, j'ai pas l'intention de vous faire un cours, c'est plutôt une discussion, et puis je vais essayer de la cadrer dès le départ en vous expliquant qu'est-ce que c'est que la communication du Parlement européen en général, mais surtout en période de campagne pour des élections européennes, parce que c'est le sujet de notre rencontre ce soir. Donc, le Parlement européen, vous le savez, c'est une institution éminemment politique, puisqu'il est composé de députés européens que vous élisez tous les 5 ans. Donc, il est composé de députés européens qui siègent au sein de groupes politiques. Le PPE, les socialistes et les démocrates, Renew Europe, vous les connaissez certainement. Tous ces groupes représentent les partis politiques nationaux qui sont rassemblés dans des groupes politiques au niveau européen. Et au Parlement européen, il y a une communication des groupes politiques, c'est normal, avec des meetings, des affiches, enfin, tout ce que vous avez vu pendant la campagne et entendu. Mais par ailleurs, l'institution que je représente a aussi une communication institutionnelle dont le but est l'incitation au vote. Et les deux objectifs de cette communication, d'un côté politique par les groupes et de l'autre côté institutionnel par le Parlement européen, sont très différents. Le Parlement européen, dans sa communication institutionnelle, dans une campagne pour les élections européennes, va inciter au vote, c'est-à-dire qu'on va expliquer à quoi ça sert d'élire son député européen, quel est l'enjeu, comment ça marche, pour augmenter la sensibilisation des citoyennes et des citoyens à l'importance de cette échéance électorale et pour faire en sorte que la participation soit la plus élevée possible. La communication institutionnelle du Parlement européen ne vous dira jamais pour qui voter. C'est pas le but. C'est l'inverse au niveau de la communication politique qui est menée par les groupes politiques dans le cadre d'une campagne pour les européennes, où là, à l'appui des programmes des listes et des candidats qui portent ces listes, on va essayer de vous dire votez pour moi parce que moi je vois une Europe qui va dans telle direction, ou plutôt à l'inverse, votez pour moi parce que je veux une Europe qui va dans telle direction. Voilà. Ça, c'est un principe de base et c'est ça qui définit pour nous, attachés presse du Parlement européen en tant qu'institution, tous les axes sur lesquels on va travailler pendant une campagne électorale. Alors, une campagne électorale pour un scrutin qui est le 9 juin, je prends l'exemple du dernier scrutin, elle commence quand? Pour nous, elle a commencé en septembre 2023. Donc, quasiment un tout petit peu moins d'un an avant le vote. Ça peut vous paraître super tôt, mais en fait, elle est divisée en différentes phases et on commence tout doucement, à peu près en septembre de l'année qui précède le vote, en rassemblant déjà nos idées pour faire une stratégie de communication, pour inciter au vote, comment on va faire, quel message on va faire passer, quels moyens on va utiliser. Et plus on va avancer dans le temps, plus la stratégie de communication institutionnelle va se préciser et va s'intensifier en différentes phases. La phase 2 qui va à peu près, disons, de décembre, janvier, février, mars, on va démontrer le bilan du Parlement européen sortant, c'est-à-dire qu'on va expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, les députés que vous avez élus en 2019, sur quoi ils ont travaillé et en gros, à quoi ça a servi. Qu'est-ce que ça a fait avancer comme dossier? En quoi ça a amélioré la vie des citoyens? Donc là, c'est toute la phase bilan pour expliquer, si c'est nécessaire aux citoyens, à quoi ça sert d'utiliser sa voix pour les élections européennes. Et à partir du mois de mars-avril, là, on est dans la phase vraiment d'accélération, la phase finale, où on est vraiment en train de pousser un message d'incitation au vote en vous disant, bah, vous voyez le bilan des députés sortants, vous voyez que ça a servi quand même de faire avancer les choses dans un sens sur lequel vous êtes d'accord ou pas d'accord, ça c'est votre libre arbitre. Mais ce qui compte, c'est maintenant, sur cette prochaine échéance électorale, de donner votre avis, d'utiliser votre voix. Et c'était vraiment le slogan de cette campagne que vous avez, j'espère, certainement vu sur les bus, les trams, à la télé, parce que je vais vous expliquer un petit peu comment on a essayé de décliner cette campagne. Mais le slogan de cette campagne, c'était utiliser votre voix. Je parle bien de la campagne institutionnelle du Parlement européen. Et dans la dernière phase, la phase d'accélération, là, sur les dernières semaines, il y a eu une deuxième partie de ce slogan qui était où d'autres décideront à votre place, ou d'autres décideront pour vous. Donc le message est clair.
utilisez votre voix. Vous avez la chance de pouvoir élire. C'est le seul, le Parlement européen, Parlement d'une institution comme ça internationale, enfin en tout cas multinationale, qui est élu démocratiquement directement par les citoyens. Vous avez la chance de pouvoir exercer votre droit de vote et de choisir directement vos députés. Utilisez ce droit, exercez-le pour dire dans quelle direction vous voulez que l'Europe aille. Ça, c'est la première chose. Comment on a fait? Donc là, bien sûr, il y a une stratégie qui est pensée au niveau central, donc au niveau de Bruxelles. Ce fameux Bruxelles, c'est qui Bruxelles? C'est quoi? Est-ce que ça existe, cette entité-là, dont on a l'impression qu'elle décide pour nous, ce qui n'est pas le cas, parce qu'elle est quand même composée, quelles que soient les institutions européennes, et encore plus au Parlement européen, de représentants que nous choisissons toutes et tous directement. Mais donc Bruxelles, le Parlement européen à Bruxelles décide d'une stratégie globale, commune pour tous les États membres, que l'on décline dans tous les États membres. Donc utilisez votre voix en français, c'était use your vote en anglais, et je ne parle pas 5 ou 6, 7 langues, donc je ne peux pas vous le faire en espagnol, en italien, en polonais, en roumain, mais c'était le même concept dans tous les États membres. Et ensuite, bien sûr, les bureaux du Parlement européen dans l'État membre ont une certaine latitude pour décliner cette stratégie avec des actions de communication extrêmement concrètes auprès de multiples publics qui sont celles auxquelles on s'adresse et avec lesquelles on travaille tout le temps. Donc moi, en ce qui me concerne, mon public cible, ce sont les médias français, les journalistes, puisque je suis attachée de presse, mais j'ai des collègues dans le bureau en France du Parlement européen qui travaillent particulièrement avec les publics jeunes, c'est-à-dire les collèges, les lycées et les étudiants. Et donc là, il y avait beaucoup d'événements, d'actions auprès de du public-là pour les sensibiliser au vote. Si jamais il y a des questions ou vous souhaitez intervenir, il n'y a aucun problème, mais sinon je poursuis. En ce qui concerne les médias, donc pour pouvoir décliner cette stratégie de communication et utiliser votre voix, il fallait expliquer aux journalistes le bilan du Parlement européen sortant, et deuxièmement, en quoi consistait cette stratégie de communication. Et on avait comme outil pour ce faire plusieurs choses. Le premier outil, c'est un budget, c'est de l'argent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la communication ne se fait pas uniquement par des moyens non lucratifs. Elle se fait par ce moyen-là, mais on peut aussi acheter de l'espace dans les médias. Ça s'appelle des projets éditoriaux. Tout le monde le fait. Ça laisse une certaine liberté éditoriale aux médias, mais les médias avec les des européennes, on a besoin que vous fassiez connaître l'importance de ce succès, de ce scrutin, que vous sensibilisiez vos auditeurs, vos spectateurs ou vos lecteurs à l'importance de ce scrutin et que vous les sensibilisiez à l'importance de se mobiliser le 9 juin prochain. Donc, proposez-nous des formats, des contenus qui vont aller dans ce sens. Et on a fait dans ce travail avec plusieurs médias pour la campagne qui s'est terminée en 2024, en l'occurrence par exemple avec Brut, avec Topito, avec Hugo Décrypte, donc des médias qui sont plutôt consommés par un public jeune parce que vous le savez, l'abstention des jeunes est importante en France et c'était l'un de nos objectifs de faire en sorte qu'elle soit réduite. Donc on a fait des projets éditoriaux avec ces médias-là et ils nous ont proposé des formats et sur les réseaux sociaux, sur internet. Donc vous le disiez Alice tout à l'heure, on a l'impression que l'information s'est morcelée, mais en fait moi je pense que c'est surtout parce que la consommation de l'information a énormément changé. Et d'ailleurs quand on est attaché de presse depuis 20 ans, ce qui est mon cas, on s'ennuie jamais parce qu'on est tout le temps obligé de se mettre à jour et de prendre en compte le fait qu'on ne lit pas, on ne s'informe pas, on n'écoute pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, et que encore demain, ça risque de changer. Donc, il faut tout le temps être au fait des habitudes des médias, des habitudes des gens pour s'informer, et il faut s'adapter à ça. Et donc, nous, on a essayé d'être à l'écoute de ces changements-là, et donc d'aller sur ces terrains-là, parce qu'on sait très bien que les jeunes, ils écoutent pas les JT, ils écoutent très peu la radio, ou alors ils écoutent des podcasts, et ils s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les médias, enfin sur les canaux des médias sur les réseaux sociaux.
Donc si on n'occupe pas ce terrain-là, si on veut réduire l'abstention des jeunes, on a une visibilité qui est vraiment très, très faible. Donc ça, c'était une première réaction à ce que je voulais partager avec vous par rapport à votre propos introductif, Alice. Et par ailleurs, et c'est là où Adam, je vais vous demander de commencer à vous préparer pour partager votre écran. On a eu, à l'appui de notre campagne et de ce slogan Utilisez votre voix, un spot. Ça, c'est une habitude du Parlement européen qui réalise et qui produit pour chaque campagne des européennes un spot qui décline cette campagne et que nous, attachés de presse, nous devons demander aux médias de nos États membres respectifs de diffuser. Et ça, pour le coup, c'est gracieux, c'est-à-dire qu'on ne paye pas les médias pour leur demander de le diffuser. En France, ça a très bien marché sur la campagne des dernières européennes. J'espère que vous avez déjà vu ce spot, que vous n'allez pas le découvrir ce soir, mais si vous le découvrez ce soir, vous verrez, il est à mon sens très impactant. Et c'est un spot qu'on a réussi à faire diffuser donc sur France Télévisions, Radio France, France 24, RFI, Euronews, Arte. Il y a eu quand même beaucoup de chaînes de télé et de radio françaises qui ont accepté de le diffuser parce que ils ont tous compris l'impact et l'enjeu en fait de la participation à ce scrutin. Et c'est un spot qu'on a réalisé. Je vous fais un tout petit pitch avec des vrais gens. Ce ne sont pas des acteurs que vous allez voir là. Ce sont des personnes âgées qui ont connu l'Europe à une époque où elle n'était pas en paix, où il y avait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, où le mur de Berlin et les deux blocs Est-Ouest, et qui ont connu une Europe qui pour nous peut sembler complètement acquise et normale, c'est-à-dire une Europe en paix, plus ou moins prospère, mais où en tout cas chacun, on fait plus la queue avec des tickets de rationnement pour pouvoir acheter de la nourriture, et où on peut quand même à peu près, selon les États membres, à peu près tous s'exprimer librement. Et ces anciens racontent à leurs vrais petits-enfants, vous allez voir des couples de personnes âgées avec des personnes moins âgées. Et ce sont des vrais grands-parents, grands-pères, grand-mères avec leurs vrais petits-fils, petites-filles. Et ils leur racontent en fait tout ce cheminement et que c'est pas acquis, que ça peut changer. Et la guerre d'agression russe contre l'Ukraine nous montre quand même qu'avec une guerre aux portes de l'Europe, il faut avoir ça en tête et que donc pouvoir exprimer sa voix, exprimer ses envies et dire dans quelle Europe on veut aller, c'est important. Donc c'est un film qui dure, c'est un petit documentaire qui dure 4 minutes, qui est en français. Vous allez voir donc la personne là qui est la première personne est la française de ce film. Après, sinon ça passe dans d'autres langues de l'Union européenne, mais c'est toujours sous-titré en français. Donc regardons-le et puis si vous voulez après on peut un peu échanger et voir quelles sont vos impressions. Merci Adam. Moi je garde ça dans le fond de mon cœur depuis des années. J'y pense tous les matins, mais j'en parle pas. Eh bien, Robin, c'est que je ne devrais pas être ici aujourd'hui. J'aurais dû être morte le 17 juin 1940. Na 21. jsem měla telefon, že nás obsazuje armáda. Což jsme považovali za něco, že to vůbec není možné. To byl takový šok. How do you feel about what's happened here in Prague? We hope that we will have again the freedom and our democracy. J'avais 11 ans quand la guerre a commencé et 12 quand les soldats sont arrivés. Il y en avait partout. Je descends mes 10 marches avec mon compotier, j'arrive dans le jardin, ta 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 ta. Maman était tuée sur moi pour me protéger. Vous savez, quand on a 12 ans qu'on se relève et que sa maman morte qui vous protège, on n'oublie pas. În Timișoara s-a atras în tineret în fața catedralei. Mijn vader is Auschwitz gestuurd en daar vermoord. En mijn moeder kon mij meegeven in de wetenschap dat ze misschien mij nooit meer terug zou zien. Ik had geen ooms en tantes, dat vond ik wel raar. Ik had ook geen grootouders. Iedereen had grootouders.
Ik had niemand. Non si deve mai dare per scontato la democrazia, ma bisogna sempre sostenerla e proteggerla. Toho 17. listopadu, kdy všechno začalo. Byla veliká demonstrace studentů. Policisté napadli demonstranty, zmlátili je. To byl ten moment, kdy začala tā revoluce, takzvaná. Pēc neatkarības atgūšanas Latvija bija brīva zeme. Cilvēki varēja brīvi izteikt savas domas par demokrātiju. Ma col muro di Berlino, secondo me, l'emancipazione di tutta l'Europa. Lieve Suzanne, lieve Suus. Jsem ráda, že jsi takový, jaký jsi, a za to tě mám moc ráda. Je weet, ik ben geboren in een jaar dat de wereld in brand stond. Zoiets bepaalt voor een groot deel je leven. Gelukkig ben jij geboren in een tijd van vrede en welvaart. Pořád si uvědomovat, že ta svoboda a demokracie tady nebyla vždycky. A že o ní můžeme strašně rychle přijít. Bisogna lottarla per ottenerla. Bisogna sempre stare vigili e lottare. Si je peux laisser un message avant de partir, vivez la démocratie. Entendez-vous les uns les autres. Passt gut auf die Demokratie auf, wenn ich nicht mehr bin. Je to na mě a je to na nás, na naší generaci. V Evropě. Merci beaucoup, Adam. Voilà, donc j'espère que vous aviez déjà vu ce clip ou pas, mais ça a été vraiment l'outil principal en fait pour nous, pour cette communication institutionnelle d'incitation au vote. Alors, pour quel résultat? Et après, j'en arrêterai là et on pourra peut-être commencer à discuter. Déjà, entre 2014 et 2019, donc les derniers scrutins européens, puisque c'est tous les 5 ans, on avait eu un bond de participation en France, au niveau européen, mais en France de plus 9 points. Donc c'était vraiment beaucoup. Les raisons, bon, il y a eu beaucoup d'analyses, on a essayé de comprendre. Alors certainement l'élection d'Emmanuel Macron, première élection en 2017, où il a quand même beaucoup porté l'Europe et un discours très pro-européen, très européen, nous a permis en 2019 de faire ce bond de 9 points. Peut-être aussi un petit peu nos efforts déjà en 2019. De toute façon, tout ça, c'est pas scientifique, on peut pas vraiment expliquer pourquoi, mais il y avait déjà eu une très marge de progression importante, une importante marge de progression entre 2014 et 2019. Donc entre 2019 et 2024, l'écart a été vers le haut également, mais vraiment dans une moindre mesure. On n'a pas du tout gagné 9 points, c'était de toute façon pas l'objectif. Donc l'objectif a été quand même atteint dans le sens où on n'a pas diminué et on a même augmenté en termes de participation au niveau français. Ça, c'est notre objectif à nous d'incitation au vote. Après, quel parti est arrivé en premier au niveau des résultats en France, vous le savez, c'est le Rassemblement national. Ça a eu les conséquences que nous connaissons toutes et tous, à savoir la dissolution dans les 2 heures qui ont suivi les résultats au niveau français des européennes, et les conséquences dont on subit encore aujourd'hui puisque comme vous le savez, on est sous le coup le gouvernement est sous le coup d'une motion de censure et l'instabilité politique dans le pays suite à la dissolution n'est pas résolue. Donc, tout ça a été un petit peu les détonateurs, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément liées aux élections européennes en tant que telles. Mais nous estimons que, bien sûr, de toute façon, la communication des institutions européennes est toujours perfectible, qu'elle a néanmoins atteint son objectif, on va dire, sur les élections européennes de 2024. Vous disiez aussi, Alice, tout à l'heure que les institutions avaient une image très bureaucratique, loin des citoyens. C'est vrai, c'est peut-être moins vrai pour le Parlement européen, qui est quand même l'institution que
qu'on élit directement, qui est ouverte à Strasbourg toute l'année, tous les jours. Et je vous invite, vous n'êtes pas très loin, à venir au Parlement européen, qui est ouvert aux citoyens, aux visiteurs, en session plénière, hors session plénière. Moi, j'y étais la semaine dernière pour la session plénière, la semaine d'avant encore hors session pour une rencontre avec des journalistes. Et c'était plein de monde, de visiteurs, des groupes d'étudiants, des groupes de jeunes, des groupes de moins jeunes. C'était vraiment super intéressant, super vivant. Donc, c'est une maison qui est ouverte parce que c'est la maison des citoyens. Donc, je vous invite vraiment à venir pour voir comment ça fonctionne, à quoi ça sert et comment ça marche. Et ça vous permettra peut-être aussi de vous rendre compte que les députés sont là pour vous et qu'il faut les élire directement. Et on espère que, bien sûr, le Parlement qui vient d'être élu va réussir à travailler, il réussira à travailler pendant les 5 années à venir. La Commission européenne vient d'être investie et va enfin pouvoir faire des propositions législatives dans le but d'améliorer la vie des citoyens européens, de mieux défendre l'Europe dans un monde globalisé et aussi de mieux la protéger vu tous les défis internationaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà par rapport à ce qui a déjà été dit. En tout cas, un grand merci pour cet exposé très, très enrichissant. On a déjà abordé beaucoup de thématiques. Est-ce qu'on, puisque justement vous avez introduit la question des résultats, peut-être qu'on peut euh, projeter les résultats de l'analyse statistique. Ouais, pas de souci. Hop. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout bon. Oui, très bien. Eh ben nickel. Justement, on parlait de la participation donc vis-à-vis des élections européennes là. Donc en 2019, il y avait 50,1% de participation en France. Donc une augmentation, comme ça a déjà été évoqué, à 51%. Donc la France rejoint un petit peu la moyenne européenne à ce niveau-là. Justement, pour revenir aussi sur ce qui vient d'être dit au niveau de la participation, c'est une confirmation du rebond de 2019, que ce soit en France ou dans le reste de l'Union européenne. Parce qu'après 4 éditions sous la barre des 50% de votants au scrutin entre 1999 et 2014, le taux de participation a bondi de 8 points en France et en Europe. Et justement, c'est une tendance qui se renforce justement dans l'Union européenne et en France. Il y a d'autres pays qui aussi connaissent une forte hausse. Il y a 10 États qui dépassent les plus de 50% de participation en 2024. Donc, comme on peut voir sur le tableau de droite, c'est particulièrement important en Allemagne. Comme on peut le voir, il y a 64% de participation. La Hongrie aussi se démarque quand même. La Hongrie que je vais retrouver ici. La Hongrie qui est quand même à 59% de participation. C'était notamment animé par l'émergence d'un rival au Fidesz, donc le parti de Viktor Orban. Donc ça a fait de gros débats au niveau de la Hongrie, donc amené une plus forte participation. Si on regarde justement aussi qui a voté, on peut voir que une plus faible participation des jeunes en France par rapport au reste de l'Union européenne, mais aussi une plus faible participation des hommes et des femmes au foyer. Côté des plus, on peut voir une plus forte mobilisation par contre en France par rapport au reste de l'Union européenne, des 55 ans et plus, et des retraités aussi. Et justement, si on compare au niveau de l'âge, en quelque sorte, qui a voté quoi, on peut voir que certaines listes séduisent un électorat assez homogène, comme le Rassemblement national, on peut voir avec la barre violette. C'est pas le cas de la France insoumise, par exemple. Certes, il y a la moitié des 18-24 ans qui a donné ses voix à la gauche, donc tout parti de gauche cumulé, et seulement 4% chez les 65 ans ou plus pour la France insoumise. À l'inverse, justement, il y a moins de 15% des voix de la liste de la majorité présidentielle, justement, qui a subi un fort revers.
Chez les 18-24 ans, ce sont eux qui sont le plus détournés du parti présidentiel, justement. La liste PS Place Publique, de son côté, on peut noter aussi une très forte mobilisation du côté des 65 ans et plus. Concernant aussi sur les thématiques qui ont poussé à aller voter. En France et dans le reste de l'Europe, on peut voir que c'est le critère économique qui est assez dominant, avec les deux thématiques qui reviennent le plus, c'est la hausse des prix et du coût de la vie et la situation économique. On remarque aussi en France une grosse dominante sur l'insécurité qu'on note ici, thématique qui a été d'ailleurs très présente lors des débats entre les différents candidats aux élections européennes en France. Et on remarque des thématiques qui sont très liées au contexte de chaque élection. Car en 2019, justement, c'était la lutte contre le terrorisme, par exemple, ou encore l'environnement qui dominait. Donc, à l'époque où on avait aussi eu les attentats en France, que l'environnement aussi en 2019, par exemple, le Parti écologiste avait connu une grosse hausse du nombre de députés européens. Donc, c'était des thématiques qui étaient assez dominantes en 2019. Ensuite, les raisons qui ont poussé les gens à aller voter. Comme le montre ce graphique, justement, en France, plus que dans les autres pays européens, on vote parce qu'on a l'habitude de voter et parce que c'est notre devoir de citoyen. Ça, c'est vraiment une dominante de la France qu'on retrouve aussi en 2019. Il est possible aussi de voir qu'en France, et plus qu'ailleurs, on vote pour exprimer notre mécontentement vis-à-vis du gouvernement qui est en place. Ça, c'est très bien vu, justement, comme on l'a évoqué, parce que ça a aussi débouché à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et même durant les débats, il y avait eu des débats entre Gabriel Attal, qui était alors Premier ministre, et Jordan Bardella, candidat aux européennes. On peut aussi noter que l'information ici, juste ici, que les Français ont reçue pendant la campagne les a moins convaincus d'aller voter que dans le reste de l'Union européenne. C'est des statistiques qui sont quand même assez similaires à 2019. Et justement, on voit que l'information qui a été reçue pendant la campagne n'a pas forcément convaincu d'aller voter, mais aussi quelles ont été les raisons qui ont poussé à ne pas forcément aller voter. Globalement, c'est assez proche, la France, c'est assez proche du reste de l'Union européenne. En 2019, il y avait un gros manque de débat public et une campagne assez effacée, comme on peut le voir juste ici, qu'on ne retrouve pas en 2024. Donc, ce qui est notamment dû à la forte présence des candidats aussi sur les réseaux sociaux. Jordan Bardella, par exemple, était aussi très présent sur TikTok. Il y avait eu aussi grosse campagne des institutions sur les réseaux sociaux aussi, par exemple, ou à la télévision. Donc, ce qui a peut-être aussi permis d'éclairer un peu sur cette campagne. Mais dans tous les cas, comme on peut le voir avec le prochain graphique, désolé, je vous inonde un peu de graphiques, que justement, le moment du choix, on voit que le gros manque en 2019 concernant la campagne, il y avait eu un gros manque, mais on peut voir aussi que majoritairement le choix il est fait bien avant, même que la campagne, en tout cas par les différents candidats, soit vraiment lancée. On peut voir qu'il y avait 64% des gens qui avaient en quelque sorte déjà fait leur choix plus d'un mois avant le scrutin des européennes, sachant que un mois avant les européennes, toutes les listes n'étaient pas forcément encore connues. Donc, mais mine de rien, il y avait quand même 64% des gens qui avaient déjà fait leur choix. Aussi, les partis qui sont arrivés en tête aux élections européennes avaient déjà une grosse base de départ, comme on peut le voir, 58%, 75%, etc. Donc voilà, le choix était fait déjà bien avant souvent. L'impact sur la vie quotidienne. Diriez-vous que les actions de l'Union européenne ont un impact sur votre vie quotidienne? Globalement, on peut voir une méconnaissance de l'Union européenne au niveau français et de son impact sur la vie quotidienne, ce qui pousse à voter sur des enjeux plus nationaux. On peut voir aussi que près d'un tiers des sondés estiment que les actions de l'Union européenne n'ont pas d'impact sur leur vie quotidienne. Les Français estiment aussi moins importante l'appartenance à l'Union européenne, alors que près des deux tiers des Européens estiment que c'est important.
La France est un pays fondateur de l'Union européenne, mais relativement en retrait concernant son attachement, son amour à l'Union européenne. Concernant les bénéfices de l'appartenance à l'Union européenne, on peut voir en 2019 que trois éléments dominaient pour la France. Par exemple, le maintien de la paix et de la sécurité, un poids plus important dans le monde, et l'Union européenne aide à lutter contre le terrorisme. Il y a une baisse qui est notable pour 2024, comme on peut le voir, ce qui est notamment dû à la guerre en Ukraine ou encore au Proche-Orient, où justement l'Union européenne a du mal à imposer une voix unanime, à se positionner concrètement, on va dire, et qu'il y a une grosse division au sein de la population concernant ces sujets. Le prochain graphique illustre un petit peu aussi la position française et notre côté râleur et pessimiste, on va dire. Diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste ou plutôt pessimiste concernant la future de l'Union européenne? Et on peut voir qu'en France, c'est très marqué. Il y a près de la moitié des Français qui ont une vision plutôt pessimiste concernant le futur de l'Union européenne. Mais en général, l'Union européenne évoque-t-elle pour vous une image très positive, assez positive, neutre, assez négative ou très négative? Alors, une grosse part ne se prononce pas en France, comme on peut le voir aussi. Donc, c'est le côté orange, plus que dans le reste de l'Union européenne. Ce qui illustre aussi une méconnaissance un petit peu. On a du mal à se positionner positivement ou négativement à cause aussi d'une méconnaissance vis-à-vis de l'Union européenne. Hop, je vais passer là-dessus. Et concernant les résultats, donc ça a débouché sur un parlement, le parlement que vous pouvez voir juste ici. Donc avec notamment des enseignements à tirer, donc que la droite et la gauche se stabilisent, les conservateurs du PPE et sociaux et démocrates. Donc le Parti populaire européen, c'est dans lequel siègent justement les élus français des Républicains compte historiquement le plus grand nombre de députés européens au Parlement et il conserve sa première place avec 12 élus supplémentaires par rapport à 2019. Donc ils sont passés de 180, ils étaient à 176, ils sont passés à 188. Les sociaux et démocrates, où on retrouve Place Publique, le Parti socialiste, est dans une situation semblable. Il garde sa deuxième place. C'est là où donc siège, comme je l'ai dit, le Parti socialiste et le Place Publique français. Mais il y a aussi à noter une percée de l'extrême droite, donc les partis que vous voyez sur votre droite, là en bleu foncé. Justement, avec 84 membres, le groupe Patriotes pour l'Europe est actuellement la troisième force politique de l'hémicycle. Il se compose notamment des Hongrois du Fidesz, donc de Viktor Orban, des Italiens de la Ligue, mais aussi surtout des eurodéputés du Rassemblement national. Le groupe Identité et Démocratie, dont sont issus la plupart des eurodéputés de cette nouvelle alliance, comptait 49 eurodéputés à la fin de la mandature de 2019. Il y a aussi de l'autre côté, il y a les libéraux et les écologistes qui, de leur côté, perdent justement pas mal d'eurodéputés. En forte progression lors des élections de 2019, le groupe libéraux et écologistes tombe de haut. Renew Europe, où siègent justement les eurodéputés de Renaissance, donc du parti présidentiel, perd 25 représentants et il passe de 102 à 77. Du côté des Verts, la perte est estimée justement à 18 sièges, soit environ un quart des effectifs. Donc voilà un petit peu au niveau de la répartition du Parlement européen et on peut voir aussi sur le graphique de droite tout ce que les pays ont apporté au niveau des députés. Donc voilà un petit peu pour cette petite analyse au niveau du Parlement européen. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. J'ai un peu enchaîné les graphiques et j'espère que c'était assez clair. Donc voilà. Pour quelle raison la communication sur les élections européennes est faite sur la couleur des partis politiques français et pas du tout sur le découpage des partis européens?
parce que dans la communication des partis français, généralement, on ne sait même pas dans quel... est-ce qu'ils sont Renew? Est-ce que c'est la droite? Enfin, c'est assez confus et ils ne communiquent pas du tout là-dessus. Ils communiquent sur leur image de parti socialiste, communiste, etc. Hein. C'est assez curieux. Enfin, je pense que ça participe de l'idée globale que de toute façon, l'Europe n'intéresse pas les Français, il n'y a que les choses franco-françaises qui puissent les intéresser. C'est ça l'idée, non? Oh, je ne sais pas si c'est uniquement ça. Il y a une raison un peu technique qui explique en réponse à votre question. Adam vous l'a dit, avant le vote, là, en juin, on avait des groupes qui n'existent plus depuis le vote de juin. Les groupes, en fait, peuvent changer dans une mandature et surtout à l'occasion des élections européennes, parce que les groupes politiques peuvent disparaître, comme Identité et démocratie a disparu. Ils étaient une quarantaine, j'ai oublié le chiffre précis, Adam, pardon, vous venez de le dire, mais ils étaient, 45. voilà, ils 45. étaient une 45. Donc c'est là-dedans que siégeaient les élus du Rassemblement national français. Et Identité et démocratie n'existe plus et le RN n'a pas fait campagne en disant, je parle du RN, je pourrais parler des autres, hein, mais comme c'est un groupe qui a changé, je prends cet exemple volontairement. Le RN n'a pas dit, je siégerai, Jordan Bardella n'a pas dit, je siégerai au sein du groupe Identité et démocratie si je suis réélu à Strasbourg, parce qu'il espérait bien que justement ils allaient rassembler plus de députés au total pour pouvoir constituer un autre groupe, ce qu'ils ont fait en constituant le groupe des Patriotes pour l'Europe, qui est maintenant à environ 80 députés. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle je ne suis pas dans un groupe politique, mais j'imagine que c'est comme ça qu'ils réfléchissent et ils ont raison dans le sens où ça peut changer. Par contre, je vous rejoins. Ce serait peut-être plus lisible pour un citoyen de comprendre et d'être sûr de comprendre que s'il vote pour Raphaël Glucksmann, celui-ci va siéger au Parlement européen dans le groupe des socialistes et des démocrates. Et que ce groupe au Parlement européen a tendance à porter une position qui va dans tel sens sur l'environnement, une position qui va dans tel sens sur le soutien à l'Ukraine, etc., etc. Et c'est la même chose pour, si je vote pour Marie Toussaint, je prends les têtes de liste que vous avez tous quand même beaucoup vues pendant cette campagne. Si je vote pour Marie Toussaint, au sein de Europe Écologie Les Verts, donc ça c'est le nom du parti au niveau national, je sais qu'elle va siéger au sein du groupe des Verts ALE au Parlement européen, lequel va dans tel sens sur le soutien à l'Ukraine et dans tel sens sur le changement climatique. Et c'est vrai que ça pourrait peut-être aider à donner une dimension européenne et non pas uniquement nationale. Et c'est là où le bas blesse, et je vous rejoins tout à fait, c'est que malheureusement, souvent dans les débats, il y en a eu quand même beaucoup des débats, même moi je trouve qu'il y en a eu trop des débats entre candidats. Enfin je me demandais même en fait, est-ce que vraiment c'était utile tous ces débats télévisés avec 8, 9, 10 candidats sur un plateau, qui ne s'écoutent pas les uns les autres, enfin je sais pas. Moi je les ai tous regardés parce que c'est mon métier, mais je me suis vraiment interrogée. Je me suis dit: «Mais si j'étais pas à cette place et si j'étais pas obligée de le regarder, est-ce que je le regarderais?» Je ne sais pas. Et ça, les arguments étaient quand même souvent, pas de la part de tous les candidats, toutes les têtes de liste, mais des arguments de politique nationale et on rabaissait un petit peu le débat à une discussion franco-française, ce qui n'est pas l'objet. Du tout. Du tout. Mais là, c'est à chaque parti et à chaque responsable politique de décider de quelle ligne il ou elle souhaite donner à son discours, à sa campagne et à l'enjeu que cela représente. J'espère que je réponds à votre question, du moins partiellement. Oui, merci. Mais je ne sais pas si dans tous les pays, le comportement est identique à celui de la France, mais effectivement, les élections européennes ont été cette année un moyen pour le Rassemblement national d'exister, de faire une première campagne, un round en quelque sorte de chauffe. Et je ne sais pas exactement, j'ai pas eu le temps de lire le détail des chiffres, mais
tous les gains en participation correspondent en gros à l'augmentation de la participation des électeurs du Rassemblement national, non? Oui, plutôt quand même. Justement, il y a une forte participation et qui c'est justement cette participation a amené justement Rassemblement national à gagner aussi des voix. Parce que justement aussi, c'est le parti qui a réussi à rassembler dans un peu toutes les catégories socio-professionnelles et un peu tous les âges aussi. Et en plus aussi, on a le côté vote contestataire en France qui est particulièrement dominant, plus que dans les autres pays européens, là par contre. Donc c'était aussi pour voter l'opposition du gouvernement en place aussi pour montrer sa contestation. Et ben, ça s'est bien vu que ça a débouché aussi sur une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que tous les pays européens sont pas comme la France Mm. de ce point de vue-là, au niveau des traditions quand même politiques et du comportement des partis et des candidats. Cela dit, ça dépend beaucoup dans le calendrier électoral de chaque pays d'où on en est. Quand est-ce que tombent les élections européennes par rapport au calendrier électoral national? Et en l'occurrence, pour nous, pour la France, c'était le premier scrutin depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la deuxième. Et c'était un peu la première occasion de dire on est content, on n'est pas content, ce qui n'est pas l'enjeu, encore une fois. Et c'est ça qui est un petit peu parfois décourageant, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est pas la question qui est posée. On ne demande pas aux Français, quand ils votent aux européennes, valider ou invalider ce qu'a fait votre président pendant la première partie de son mandat. C'est pas le sujet. Mais effectivement, ça, ce sont des enjeux de campagne et c'est la transformation d'enjeux de campagne par les partis qui peuvent mener à ce genre de résultats, tel que celui qu'on a connu là. Je pense aussi que beaucoup de citoyens, d'électeurs, se sentent pas tout à fait outillés pour comprendre déjà les compétences de l'Union européenne, le rôle du Parlement européen. J'ai rencontré beaucoup de gens qui pensaient, oui, dans le fond, c'est important, mais qui ne connaissaient pas réellement le rôle et la place véritable est-ce que le Parlement européen avait vraiment son mot à dire dans ces élections européennes. Donc c'était, je pense, un manque d'information à ce propos et puis une dimension européenne qui n'est pas forcément facile à décrypter. Donc je pense que le cadre national est sans doute le cadre que les gens connaissent le mieux et auquel ils se rattachent parce que c'est tout simplement voilà, ce qu'ils connaissent, le mieux, et ils ont un petit peu du mal à identifier la spécificité du cadre européen. Et alors là, c'est tout un enjeu est-ce que c'est aussi dans le cadre de l'éducation publique qu'il y a peut-être un manque à ce niveau-là. C'est vrai que très régulièrement, à la fin du lycée, assez peu d'élèves sont capables d'expliquer vraiment ce que fait ou quelle est la spécificité de l'Union européenne par rapport à l'échelon national. Donc c'est un ensemble de facteurs complexes qui font sans doute que l'échelon national reste plus simple à comprendre et que voilà les gens font cette transposition-là au moment du vote. Ouais, non, mais c'est clair qu'il y a un maillon faible, hein. Très certainement, chacun doit savoir faire son autocritique, hein, et les institutions européennes la font, mais je pense qu'il y a un maillon faible au niveau effectivement de l'éducation à l'Union européenne, à l'école. Enfin, quand on regarde les programmes scolaires, on se rend bien compte que c'est largement insuffisant, qu'1 heure d'éducation civique de temps en temps et encore, je sais même plus en quelle classe c'est abordé, enfin, c'est pas suffisant.
Nous, au Parlement européen, on a des programmes, je vous ai parlé des publics jeunes sur lesquels on travaille beaucoup. On a des programmes qui s'appellent Euroscola. Ça permet à des lycéens de toute la France de venir à Strasbourg pour se mettre dans la peau de députés européens. On a un programme qui s'appelle École ambassadrice. Donc ça, c'est sur les lycées professionnels avec lesquels les députés européens viennent dans les lycées, déposent une plaque de lycée ambassadeur. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un lycée ambassadeur du Parlement européen? C'est un lycée qui fait beaucoup d'actions pour expliquer à quoi ça sert le Parlement européen, donc plus par rapport au programme d'éducation civique et d'histoire. Bon, c'est bien, c'est certainement pas suffisant, mais il est clair qu'il y a un problème, il y a un maillon faible à ce niveau-là. Et il y a aussi en France une grosse tendance, quand ça marche pas, de dire c'est la faute de l'Europe, et quand ça marche bien, de pas dire c'est grâce à l'Europe. Et c'est dommage, parce que il y a des tas de choses qui marchent pas, et on peut le dire, qui sont les responsables selon son point de vue, mais on peut aussi dire que grâce à l'Europe, beaucoup de choses fonctionnent et que c'est pas forcément un dû, que c'est pas forcément acquis, que c'était pas forcément facile de l'obtenir, parce que de se mettre d'accord à 27, c'est pas toujours simple. Par contre, je pense que tout le monde peut comprendre qu'à 27, on est plus fort. Qu'il y a des luttes qui n'ont aucun sens d'un point de vue individuel et qu'il faut les mener à plusieurs. Par exemple, si chaque État membre met sa lutte contre le changement climatique, quelle logique cela peut avoir? J'ai du mal à comprendre. Et puis si on doit se défendre contre Vladimir Poutine ou contre le Covid, on est quand même plus fort à acheter des vaccins à 27 que chacun de son côté à se mettre des bâtons dans les roues pour avoir le plus de vaccins, le plus de masques et le plus de ci, ça. Donc ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde, mais on n'entend pas beaucoup. C'est vrai que ce sont des arguments qui sont pas forcément entendus de manière majoritaire. Non, à mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est que qui connaît son député européen qui a été élu dans sa région, hein, qui l'a vu, ce ne sont pas des députés de terrain, entre guillemets, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qu'on peut voir euh, au quotidien, enfin, ne serait-ce que dans le journal local, ils sont inexistants, ils sont pas présents vraiment sur le terrain, hein. C'est pas un reproche, c'est un constat, hein. Et donc, il n'y a pas d'effet de proximité comme avec son député. Enfin, bon, moi, je suis dans un endroit où j'ai comme député Charles de Courson. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment un homme de terrain incroyable, quoi. Il est tout le temps là, partout, à n'importe quelle inauguration. Enfin, donc, son député, je ne dis pas qu'ils sont tous aussi présents sur le terrain, mais les députés, par exemple, sont très présents sur le terrain sur lequel ils ont été élus dans leur circonscription. Hélas, les députés sont élus à une échelle régionale et du coup, c'est très dissous. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait des enquêtes sur qui connaît le nom des députés européens de sa région, mais je pense qu'on serait horriblement déçus, hein. Ouais, absolument. Mais bon, déjà, le truc, c'est qu'en fait, depuis 2019, il n'y a plus de circonscription régionale aux européennes. Ça, c'est la loi électorale française qui a changé. Je vous rejoins, c'est dommage parce qu'en fait, on a perdu toute une coloration locale et régionale qui était évidente avant parce qu'ils étaient élus sur des listes régionales. Maintenant, ce sont des listes nationales. Bon, la loi C'est électorale vrai dans est-elle? tous les pays. Non, c'est pas vrai dans tous les pays. Non, tout à fait. La loi électorale est propre à chaque État membre. Donc là, c'est un choix français et effectivement, on a perdu. On a peut-être gagné en lisibilité au global, je ne sais pas, je suis même pas sûre, parce que je fais un pont avec ce qu'on vient de se dire sur vous communiquez, vous faites pas une campagne sur le groupe dans lequel vous allez siéger au Parlement européen, donc c'est pas très lisible. Donc vous voyez. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a perdu en lisibilité par rapport à qui est mon député dans ma région, dans ma ville. C'était très clair avant, parce que moi j'ai fait 2 campagnes sur les circonscriptions, listes à circonscription régionale, et j'en ai fait 2 au niveau national. Donc j'ai vraiment vu la différence. Et même moi, aujourd'hui, quand je dois trouver, parce que quand je parle à la presse régionale, les députés de la région de Nancy ou de Toulouse ou de Bordeaux, je cherche. C'est pas simple.
Franchement, c'est pas simple. Donc, je vous rejoins là-dessus. Après, vous dites, c'est pas des gens de terrain. Alors, C'est je pas vais ce que les. je dis, c'est qu'on ne les voit pas sur le terrain, hein. Oui, voilà, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le travail parlementaire au niveau européen, il est extrêmement contraint parce que tous les mois, il y a une semaine à Strasbourg. Un mois, on va dire 4 semaines hein, en moyenne. Parfois, c'est un peu plus, mais si un mois, c'est 4 semaines, sur 4 semaines, il y en a une à Strasbourg pour la session plénière, à laquelle ils sont obligés d'aller parce que c'est là qu'ils votent. Il y a 2 semaines où ils sont à Bruxelles, où ils siègent en commission parlementaire, où ils sont aussi normalement obligés d'aller parce que c'est là qu'ils modifient les textes proposés par la Commission européenne et c'est là que le travail parlementaire se fait vraiment en fait. Hein. En commission parlementaire, c'est là qu'ils amendent les textes tels que proposés par la Commission. Ils font les trilogues avec les États membres au sein du Conseil. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça va être pénible, mais c'est là que le travail parlementaire se fait, 15 jours. Et il reste une semaine, en effet, par mois, où normalement, on appelle ça les semaines vertes, ils sont en circonscription. Donc, ce sont normalement les semaines où vous devriez pouvoir les avoir présents localement et régionalement parlant. Sauf que s'ils siègent dans des délégations, c'est quoi une délégation? Au Parlement européen, vous avez des commissions parlementaires, comme au niveau français à l'Assemblée nationale. Hein. Donc, commission parlementaire de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie, voilà, des commissions parlementaires thématiques. Et c'est dans ces commissions parlementaires que se fait tout le travail du député. Et ils siègent aussi dans des délégations.